Elle est l'une des étoiles montantes dans la planète numérique, experte mondialement reconnue en intelligence artificielle. Aurélie Jean est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir, Maître. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes docteur en sciences, entrepreneur ou entrepreneuse. Vous êtes passé par les mines, Paris Tech, mais aussi le prestigieux Massachusetts Institute of Technology, MIT, aux États-Unis. Et votre livre a pour titre De l'autre côté de la machine, édition de l'Observatoire. Alors, vous prenez appui sur votre propre parcours, Aurélie Jean, pour faire tomber certains fantasmes, des incompréhensions sur ce qu'on appelle les algorithmes. On va prendre un exemple concret. Aujourd'hui, la Chine, elle est en train de tester un crédit social. Il s'agit de classer les bons et les mauvais citoyens avec les guillemets requis, des femmes et des hommes fichés et notés en fonction de leur comportement. Regardez plutôt ces images commentées par Maëlys Kerwas. Les visages de mauvais citoyens, affichés en gare, aux yeux de tous. C'est la conséquence du crédit social mis en place par le gouvernement chinois. Chaque individu se voit attribuer une note entre 350 et 950 points. Plus son score est élevé, meilleure est sa réputation. Si son score baisse, il pourrait par exemple être interdit de prendre l'avion. Et cette réputation se joue à des actes minimes, comme traverser le passage piéton au feu vert. C'est un bon système qui me donne bonne conscience. Je voulais traverser l'intersection, mais le temps était limité, alors j'ai attendu. Un système né d'un monde ultra connecté, où les données sont récoltées par des caméras, l'utilisation d'Internet et des comptes bancaires. Cette surveillance massive est déjà en phase test dans plusieurs villes et devrait entrer en vigueur pour les entreprises en 2020. En ce moment, les gens sont principalement punis quand ils perdent beaucoup de points. Mais le système va évoluer. La prochaine étape, ce sera les bénéfices financiers pour les gens et les entreprises qui respectent la loi. Et cela signifie qu'ils pourront économiser et gagner encore plus de points. L'objectif du gouvernement est de forcer la population à se conformer aux lois. Et par conséquent, les entreprises devront, elles aussi, répondre aux exigences industrielles et technologiques dictées par le gouvernement. Aurélie Jean, il y a quelques années, on aurait cru à de la science-fiction. C'est une réalité. Là, pour le coup, ce n'est pas un fantasme, c'est plutôt inquiétant, non? Oui, c'est inquiétant pour différents points. D'abord, le point technique pur, à savoir, pour pouvoir faire ce genre d'analyse en temps quasi réel, il faut collecter un maximum de données sur les individus. Donc, on a en droit de se poser la question: que deviennent ces données, à quoi elles servent d'autre que pour l'usage, à savoir le social scoring. Après, il y a un autre point important, c'est les critères qui sont utilisés par l'État pour justement sélectionner, juger, ranger les individus, les citoyens en fonction de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Ouais. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et après, d'un point de vue plus humain, je suis aussi inquiète sur l'impact social sur les gens. Je me demande en fait si ça diminue pas la cohésion sociale et la solidarité entre les individus, parce que justement, ça les divise par ces critères sociaux qui les séparent. Alors là, franchement, on vous a choisi ce cas-là parce que vous nous dites qu'au fond, on peut reprendre en main de manière mesurée, mais en tous les cas, on peut avoir le choix face aux algorithmes, face à ces hautes technologies. Mais là, concrètement, que peut faire un Chinois ou une Chinoise? Pas grand-chose, non? Alors, c'est très difficile dans ce cas-là, puisqu'en fait, j'imagine qu'il y a des capteurs partout, des vidéos partout qui sont traquées. Donc, c'est un cas très, très particulier où, en fait, ça se fait à l'échelle étatique et c'est complètement pervasif dans la société. Donc, je pense que seule une rébellion et un coup de tous les citoyens pour se révolter face à l'État est possible. Ou même, par exemple, on voit ce qui se passe à Hong Kong, des gens qui mettent, par exemple, des masques pour ne pas qu'ils soient identifiés par les caméras en fait présentes autour dans la ville. Voilà, c'est des actes de rébellion qui, en cumulé, peuvent avoir un impact. Alors nous, on n'est pas là en France, hein, bien évidemment, encore heureux. On est le pays des libertés, mais encore une fois, même à notre échelle, on peut faire pas mal de choses pour avoir le choix. Et on a tendance à l'oublier. Pour avoir le choix, il faut déjà prendre conscience que derrière les algorithmes, il y a des êtres humains, à commencer par vous. On parlera tout à l'heure de ce que vous avez mis au point, de vos travaux. D'abord, c'est quoi un algorithme? Alors un algorithme, ce que j'explique dans le livre, je prends du temps en tout cas pour l'expliquer, c'est une représentation mathématique ou logique, c'est-à-dire un ensemble d'opérations pour répondre à une question, qu'on exécute pour répondre à une question, résoudre un problème, voilà, tout simplement. Et c'est quoi le critère? C'est la répétition en fait qui va faire qu'on va avoir une... Pas forcément. Je vous prie de m'excuser, je vous laisse finir votre question. Non, c'était celle-là. Est-ce que c'est la répétition qui prime, en fait Alors, pas forcément. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez un algorithme à la main avec tous les critères, toutes les équations, toutes les hypothèses, c'est vous qui définissez les critères. Par contre, après, ce que vous mentionnez, ce sont ce qu'on appelle les algorithmes qui apprennent, donc qui ne sont pas définis explicitement par nous, humains, mais qui vont apprendre sur des données et auquel cas, vous avez raison, ils vont aller regarder les schémas de répétition, ce qui s'est passé dans le passé, pour avoir une idée de ce qui peut se passer dans le futur. Et donc là, après, ça implique pas mal de mécanismes, de mécanismes et de reproduction de ce qui s'est passé dans le passé, et donc de biais qu'il y a eu dans le passé sur les populations. Alors concrètement, dans notre vie quotidienne, quels conseils nous donnez-vous pour avoir le choix?
Lire mon livre. À commencer par ça déjà, ouais. Non, plus sérieusement, lire mon livre, c'est très sérieux aussi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a des choses à comprendre. Ça peut être comprendre ce qu'est une donnée, comprendre ce qu'est un algorithme, comprendre aussi ce qui se passe quand vous utilisez un outil, que ce soit vos emails, d'utiliser une application sur votre téléphone, d'utiliser un assistant virtuel, d'utiliser une montre connectée, tous ces outils-là, pour comprendre aussi voilà, le choix qu'on peut faire sur les outils qu'on utilise et comment on les utilise. Il y a un exemple qui me vient comme ça, c'est récemment une application qui nous dit qu'on peut voir comment on va vieillir, en fait, comment on sera dans 30, 40 ans. Tout le monde se rue dessus, et puis là, on apprend que c'est pas très sécurisation, quoi. Typiquement, moi, je ne l'ai pas utilisé. Je recommande aux gens, les gens font ce qu'ils veulent, hein, ils sont libres. Mais c'est vrai que moi j'ai dit à mes amis n'utilisez pas ça parce que voilà la data est collectée et en plus je pense que c'est sûrement de la curiosité parce que je pense qu'une application ne peut pas définir comment vous serez. Là on est dans la prévention, utiliser ou pas une application, mais techniquement on ne peut pas tous devenir scientifique, mathématicien, informaticien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'on peut, sans devenir informaticien ou scientifique de l'IA, on peut à la hauteur de nos moyens, selon nos propres capacités, on peut comprendre certaines choses qui peuvent nous permettre de poser les bonnes questions. C'est ça aussi qui est important. La bonne question, c'est par exemple de poser la question comment ma donnée est effacée. Qu'est-ce qui se passe avec ma donnée? Où ma donnée est collectée, stockée en l'occurrence, pardon. Voilà, des choses comme ça qui peuvent... Et pour savoir où elle est stockée, pardonnez-moi de vous couper, Aurélie Jean, pour savoir où elle est stockée, comment on fait? Je pense que littéralement, je pense que si vous utilisez un outil et que vous envoyez un mail au service client, je suis persuadée, au service utilisateur en l'occurrence, je suis persuadée que vous devez avoir une réponse. Vous êtes ils sont dans l'obligation de vous répondre, je pense. Alors, croissance du muscle cardiaque en laboratoire, simulation numérique de traumatisme crânien, écriture automatique d'articles dans le domaine de la finance ou encore le tri efficace des pommes. Tout cela, c'est à vous qu'on le doit grâce à vos algorithmes. Prenons le tri efficace des pommes. C'est quoi? Comment ça marche? Alors ça, c'est une méthode euclidienne qui consiste, et ça peut vous aider tous les jours, en fait, c'est l'un des principes de base. Alors la division euclidienne, c'est celle qu'on apprend aux enfants. Exactement. On la fait vraiment avec la barre toujours et c'est vrai que Euclide a proposé une méthode, c'est le diviser pour régner. Tout le monde connaît cette expression, c'est-à-dire qu'on divise les gens pour mieux régner. Là, en fait, c'est diviser les pommes. Si on veut trier des pommes de la plus petite à la plus grosse, l'idée, ça va être de diviser, c'est de séparer ce tas de pommes en plusieurs tas de pommes, de les trier individuellement les uns indépendamment des autres, et après de les comparer les uns par rapport aux autres, de façon à diminuer le nombre d'opérations de comparaison 2 à 2 des pommes pour les trier finalement. Donc c'est une technique qui est assez simple, que j'explique dans le livre à travers le triage de pommes que j'ai appris il y a très longtemps, quand j'avais 12 ans avec mon grand-père dans le jardin de la maison de campagne, mais qui en fait, j'ai compris bien plus tard, dans le principe algorithmique, que c'était quelque chose d'assez classique qu'on utilisait dans pas mal d'algorithmes pour minimiser le nombre d'opérations de l'algorithme et donc aller très rapidement. Dans ce livre, vous allez plus loin, il faut reprendre le libre arbitre et vous le dites qu'on le peut, mais c'est aussi pour décider de la société vers laquelle on tend, au fond. Oui, en fait, j'essaie aussi de le dire, c'est dans le livre, en tout cas, de donner ma réflexion personnelle sur la société, c'est-à-dire que, vu qu'on interagit au quotidien avec des algorithmes, avec des intelligences artificielles, on doit aussi les comprendre un minimum pour pouvoir décider quel outil les utiliser et savoir vers quelle direction aller, parce qu'en fait, ce sont ces technologies qui vont aussi dessiner une partie de la société de demain, et donc on a un rôle à jouer et des choix à faire, et autant dans le design de ces algorithmes que dans l'utilisation finale. Est-ce qu'il ne faut pas aussi des moyens, dit-on, pour peut-être rivaliser face aux GAFA? Je parle bien entendu des pays francophones. Vous êtes vous-même francophone, mais avec une culture anglo-saxonne, disons-le, culture américaine. Comment est-ce que la France et l'Europe peuvent rivaliser? Parce que c'est ça aussi qui se joue. Alors, c'est marrant parce qu'on utilise des termes qui sont de l'ordre de la guerre lorsqu'on parle d'IA. C'est très intéressant, la bataille, rivaliser, des choses comme ça, c'est très intéressant. Je pense qu'on a quand même des points forts aussi en Europe qui influencent les États-Unis, il ne faut pas oublier. Ce sont par exemple les principes éthiques et les régulations. Une régulation, elle n'est bonne que si elle ne freine pas l'innovation et qu'elle accélère dans des bonnes conditions, dans des conditions de responsabilité individuelle et collective, des gens qui développent. Et on a commencé avec le RGPD, c'est une première brique. Le RGPD, tout n'est pas parfait, il y a des choses à faire évoluer. Mais c'est une évidence, c'est qu'on a des points forts dans ce RGPD, c'est par exemple des principes éthiques ou des principes de minimisation de la donnée, de ne collecter de la donnée qu'on est sûr d'utiliser et d'expliquer l'utilisation. Ça, c'est valable aussi aux États-Unis? Alors non, pas complètement, mais en fait, ça influence les Américains parce que toute entreprise américaine qui travaille aussi avec le marché français, européen, se doit en fait d'être compliant, c'est-à-dire doit s'accorder avec la loi européenne. Et typiquement, moi j'ai travaillé à Bloomberg, à New York, qui est une boîte américaine, mais qui travaille aussi sur les marchés français, enfin européens, et qui donc doit s'adapter aussi. Donc en fait, ça influence quelque part, et je pense qu'on est sur le bon chemin. Et l'Europe a un point fort, c'est l'éthique, et je pense qu'elle peut porter ce drapeau à travers le monde, parce que je suis persuadée, il y a une étude récente qui est sortie dans les Échos
médicaux qui montraient que les Français, plus d'un Français sur deux, étaient prêts en fait à même payer pour avoir un outil responsable. Et donc moi je pense que peut-être que les Français seraient prêts à payer 1 ou 2 euros par mois pour utiliser un outil qui respecte leurs données. Et pour terminer, Aurélie Jean, quel conseil donneriez-vous à celles et ceux qui nous regardent, jeunes ou moins jeunes, pour embrasser une carrière comme la vôtre alors je pense qu'il y a plein de manières de le faire. C'est-à-dire que moi j'ai une formation de physique mathématique. Je me suis mise en fait aux sciences numériques très tard, en master, puis dans mon doctorat. Mais on n'a pas besoin forcément d'un doctorat. On peut avoir, on n'est pas obligé d'avoir son bac. Il y a des autodidactes. On a besoin de plein de gens dans l'intelligence artificielle. On a besoin de docteurs qui écrivent des algorithmes un peu compliqués. Ouais. On a besoin de gens qui vont aller analyser la donnée, des gens qui vont la trier, des gens qui vont être dans le hard, donc dans la machine. Donc on a besoin de plein de choses. Et le conseil, c'est renseignez-vous. Et surtout un énorme conseil que je donnerais à toutes les personnes qui veulent faire carrière dans ce milieu, il faut penser pluridisciplinarité. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé dans plein de domaines, je continue à travailler dans plein de domaines différents et je pense que quand on fait de l'IA ou des sciences informatiques, on est amené à l'appliquer à plein de domaines. C'est pas fermé et c'est très ouvert. Il faut s'appliquer à plein de domaines. Et vraiment, alors pour le coup, une dernière, ça serait presque une question philosophique, peut-être qu'un jour on la posera aux bacheliers en France et dans le monde francophone. Est-ce qu'il y a un algorithme du bonheur ? Non, je pense pas. Comme il n'y a pas d'algorithme de l'amour, mais ça c'est un avis personnel. Merci beaucoup Aurélie Jean d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.